Un grand merci et vraiment, je suis très heureux d'être là, même si les circonstances actuelles sont très compliquées. Mais je trouve aussi que le colloque mérite vraiment un soutien très fort parce que les enjeux dans le Nord sont toujours là et ils ne vont pas disparaître. Le contexte actuel, bien sûr, jette une ombre sur nous tous. Et j'aimerais ainsi entamer mes propos en exprimant premièrement mon soutien et celui de mon gouvernement au peuple ukrainien et de l'Ukraine. Comme la France, la Norvège a condamné l'attaque russe à l'Ukraine aux termes les plus fermes possibles. Nous continuerons à travailler en Européens, en tant que pays très proche de l'Union européenne et à l'échelle internationale afin de soutenir l'Ukraine et de mettre fin à cette guerre brutale et intolérable. Et j'y reviendrai aussi à la fin de ma présentation en ce qui concerne le Conseil de l'Arctique, dont on a parlé déjà, et merci pour les propos, parce que vous avez parlé donc du Conseil de Barents, etc. Revenons donc au sujet du jour, où nous discutons les questions polaires et les enjeux européens à cet égard. Je constate que le thématique de ce colloque porte sur deux pôles, l'Arctique et l'Antarctique. Cela tombe bien sûr bien pour un ambassadeur norvégien, étant donné que la Norvège est le seul pays à avoir des territoires et des zones maritimes à la fois dans l'Arctique et dans l'Antarctique. Donc, ayant une histoire polaire riche à la fois dans le sud et dans le nord, pilotée par des chercheurs, par des aventuriers, la Norvège est néanmoins principalement un État arctique, dont on a bien entendu tout à l'heure et ce matin et hier. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et avant de me plonger dans les détails relatifs à l'archipel de Svalbard, la thématique principale de mon intervention, il faut que je vous dise deux mots sur l'importance de l'Arctique pour mon pays, dont le nom, Norvège, littéralement signifie la route vers le nord. Pour la Norvège, c'est une question de géographie. L'Arctique n'est pas une zone lointaine, exotique, ni inexplorée. Une grande partie de la population de Norvège habite dans le Grand Nord et des zones importantes du territoire norvégien sont situées au nord du cercle polaire. Donc l'activité économique dans la région joue un rôle important de notre économie. Pour nous, la région arctique combine nos intérêts stratégiques qui appartiennent à la politique étrangère et ceux de la politique intérieure. Et en effet, l'Arctique demeure le principal intérêt stratégique du gouvernement norvégien. Et ceci l'a été pendant beaucoup de gouvernements différents. Ainsi, la maintenance des communautés locales florissantes et une population locale viable en elle-même a une valeur stratégique pour notre pays. Le contexte actuel, que ce soit la situation géopolitique, la centralité de la région arctique pour tout ce qui est changement climatique, ou bien les enjeux liés à la sécurité énergétique de l'Europe, ne fait que renforcer ce constat. Et je ne peux pas m'empêcher de commenter la communication conjointe de la Commission européenne et le Service Action extérieure d'octobre dernier sur l'Arctique, dont les ambitions globales décrites dans la stratégie sont bien partagées de notre part. Par contre, nous ne partageons pas l'objectif de moratoire partiel sur l'exploration d'hydrocarbures dans l'Arctique. Ceci n'est pas une alternative réelle à court et à moyen terme pour une transition verte, et aujourd'hui, encore moins concernant la sécurité énergétique et, exactement comme vous le dites, l'autonomie stratégique. Une grande partie du gaz naturel provient en fait de l'Arctique, et un chemin réussi vers le pacte vert européen passe donc par l'Arctique. Le gaz naturel fourni par la Norvège au marché européen joue un rôle extrêmement important dans la transition énergétique si décisive actuellement. Au cours de ces dernières années, nous avons constaté une augmentation de l'attention portée à la région de l'Arctique, du point de vue climatique, mais aussi du point de vue stratégique. Et les histoires, disons, médiatisées sur les perspectives liées aux nouvelles routes maritimes en Arctique n'a fait qu'augmenter ces tendances. Et on en a parlé tout à l'heure aussi sur ces nouvelles routes maritimes. Nous avons entendu des opinions différentes, comme aujourd'hui, on entend souvent, il existe un vide juridique dans l'Arctique, une sorte de no man's land.
Et certains ont soutenu qu'un nouveau grand jeu se déroule dans l'Arctique et que nous avons besoin de nouvelles structures de gouvernance. Je ne partage pas ces propos. Face à ce discours, il est important de souligner que l'Arctique ne constitue pas un vide juridique. Au contraire, un vaste cadre juridique national et international s'applique déjà dans l'Arctique. En premier lieu, le droit de la mer constitue le cadre juridique de base pour toute gouvernance des océans. Le droit de la mer répartit la compétence et établit la clarté et de la prévisibilité, s'agissant des droits et des obligations de tous les États dans toutes les zones océaniques et maritimes, en Arctique comme ailleurs. Et comme la France, en tant que la deuxième puissance maritime du monde, la Norvège est ainsi extrêmement attachée au droit de la mer et à sa primauté en Arctique, comme dans d'autres zones dans le monde. Au-delà du droit de la mer, d'autres lois et conventions, comme celle de l'Organisation maritime internationale, l'Organisation de l'aviation civile et internationale et de l'Autorité internationale des fonds marins, s'appliquent dans la région. Tandis que l'Arctique et l'Antarctique sont tous les deux un climat polaire, et qui sont donc fondamentalement différents. Et comme vous le savez, le nom Antarctique signifie littéralement le contraire de l'Arctique. Alors que l'Arctique est un océan entouré de masses terrestres, l'Antarctique est une masse terrestre entourée d'océans. L'Antarctique n'a pas de population permanente, à l'exception des chercheurs, et dans l'Arctique, les gens vivent et prospèrent depuis des milliers d'années. Les 5 pays entourant l'océan Arctique, les États-Unis, le Canada, la Russie, le Danemark, Groenland ensemble et la Norvège ont une souveraineté internationalement reconnue sur les terres et, par conséquence, une juridiction sur les zones maritimes. Dans l'Antarctique, par contre, le désaccord sur la souveraineté a abouti à un instrument juridique international très spécial, le traité sur l'Antarctique. Ce traité est essentiellement un accord sur le désaccord. La Norvège et la France sont tous deux États demandeurs en Antarctique, avec un intérêt commun dans un système de traités qui fonctionne bien. Pour relever les défis et profiter des opportunités en Arctique, mon gouvernement est convaincu que la coopération multilatérale est la bonne voie à suivre. À ce sujet, il existe déjà des enceintes multilatérales dédiées à l'Arctique, dont l'une des plus importantes est le Conseil de l'Arctique, dont on en a évoqué un petit peu tout à l'heure. Ce conseil, auprès duquel la France compte depuis 2000 parmi les 13 États observateurs, et bientôt depuis 25 ans le forum principal pour traiter les enjeux de la région. Le Conseil a joué un rôle clé dans le développement de nouvelles connaissances et dans la création de confiance à travers les frontières dans la région. Et le Conseil fournit ainsi une plateforme pour traiter les problèmes transfrontaliers dans la région. Je suis invité ici pour parler plus spécifiquement du Svalbard, donc l'archipel norvégien situé entre le 74e et le 81e degré nord, à mi-chemin entre la Norvège continentale et le pôle Nord. J'aurais dû avoir une carte là, je reconnais, mais vous le savez maintenant plus ou moins comment c'est. Et sur ce point, je voudrais partager avec vous à quel point le Svalbard fait partie de ma vie quotidienne. Il se fait que j'ai 2 peintures de l'ancien homme noble norvégien, M. Fritz Vedel-Jarlsberg, un dans mon bureau, l'autre dans la résidence. Et M. Vedel-Jarlsberg a joué un rôle clé dans la naissance du traité de Svalbard de 1920. Depuis, le nom Vedel-Jarlsberg a été donné à la partie sud-ouest du Spitsbergen, l'île la plus grande du Svalbard et la seule à être peuplée en permanence. Même ici à Paris, nous sommes bien loin du Svalbard et sa ville principale, Longyearbyen, 3310 km pour être exact. Paris occupe une place centrale dans l'histoire du Svalbard et son inclusion au Royaume de Norvège. Il y a 102 ans, le 9 février 1920, après la fin de la Première Guerre mondiale, la Norvège et 8 autres États, dont la France, ont signé le traité de Paris sur le Svalbard, qui reconnaît la souveraineté de la Norvège sur l'archipel. Le traité est entré en vigueur en 1925 et l'archipel de Svalbard a été ainsi rattaché au Royaume de Norvège. Aujourd'hui, la souveraineté norvégienne sur le Svalbard est incontestée et le Svalbard est aussi norvégien que n'importe quelle région de notre pays. En même temps, il y a quelques règles qui s'appliquent au Svalbard uniquement. En 1920, il était important de clarifier la question de la souveraineté sur ces territoires, non seulement pour la Norvège, mais aussi pour tous ceux, à l'aube du XXe siècle, avaient des intérêts au Svalbard. Donc la situation sur l'archipel avant 1920 pouvait en effet être qualifiée d'anarchique,
avec des aventuriers, des chercheurs d'or et de charbon et d'autres chercheurs de fortune qui faisaient leurs propres lois. Donc la reconnaissance de la souveraineté norvégienne a permis de mettre de l'ordre dans la question de la propriété et de réglementer les activités dans l'archipel. Il était important, pour nombre de pays, que le traité n'impose pas la cessation de toute activité étrangère au Svalbard. Ceci explique les règles du traité concernant l'égalité de traitement. Cette notion implique que la Norvège doit traiter sur un pied d'égalité les ressortissants et les sociétés des États partis dans les domaines définis par le traité, tels que la chasse et la pêche, l'accès à l'archipel ou l'exercice de certains types d'activités économiques. Il s'agit donc là de l'obligation du droit international dont le respect a toujours été une priorité pour la Norvège. Même si les règles concernant l'égalité de traitement s'appliquent uniquement aux ressortissants et aux sociétés des États partis au traité, la réglementation norvégienne au Svalbard n'a traditionnellement pas fait de distinction entre les ressortissants des États partis et ceux des autres États. En plus, la Norvège a appliqué une réglementation non discriminatoire dans des domaines où le traité ne l'y oblige pas. C'est un choix que les autorités norvégiennes ont fait sur la base de considérations pratiques et administratives. Enfin, il importe également à souligner que l'égalité de traitement ne signifie pas le droit aux ressources. Les autorités norvégiennes peuvent aussi bien réglementer qu'interdire des activités du moment qu'elles n'établissent aucune distinction basée sur la nationalité. Au-delà des spécificités juridiques applicables au Svalbard, l'archipel joue aussi un rôle important dans la recherche environnementale et climatique contemporaine. On en a écouté Heidi hier sur cette recherche au Svalbard. Et donc, Svalbard abritant des territoires sauvages particulièrement vulnérables au changement climatique et à l'impact humain, l'un des principaux objectifs de la politique norvégienne pour le Svalbard est de préserver la nature unique de l'une des dernières régions sauvages de l'Europe. Aujourd'hui, une grande partie de l'archipel, à savoir 67% de la superficie terrestre et 88% des eaux territoriales du Svalbard, fait partie des zones protégées. Comme vous le savez tous bien mieux que moi, et le sujet a été évoqué plusieurs fois pendant ce colloque, l'Arctique se réchauffe 2 ou même 3 fois plus vite que le reste du globe. Et la région de Svalbard se réchauffe au rythme le plus rapide de l'Arctique circumpolaire. Ainsi, la station de recherche de Ny-Ålesund représente un site clé pour observer les effets du réchauffement qui se produit et pour entreprendre des recherches sur la façon dont ces changements influencent la région et le globe. Nous avons ainsi tous un intérêt commun à mener des recherches dans cette région. Et les futurs défis climatiques et environnementaux nécessitent une vaste coopération internationale en matière de recherche. Ce colloque étant principalement un colloque scientifique, rassemblant de chercheurs polaires actifs en Arctique et comme dans l'Antarctique, je tiens à vous remercier tous pour vos contributions respectives à cet égard. Et je regardais les livres à l'extérieur, le travail qui a été fait est vraiment impressionnant. La Norvège facilite son mieux la recherche polaire internationale au Svalbard depuis plus de 60 ans, et la station de recherche de Ny-Ålesund, aux côtés du centre universitaire de Svalbard, offre des opportunités uniques pour mener des recherches en sciences naturelles dans la région arctique. La Norvège a l'intention de développer davantage la station de recherche de Ny-Ålesund en tant que plateforme pour la recherche polaire internationale dans les années à venir. Et les stratégies visant à renforcer le partage des données et des infrastructures et à améliorer la coordination des activités de recherche sont au cœur de ce travail. Cette stratégie comprend également l'ambition de développer des installations partagées par toutes les institutions de recherche, puisque nous pensons que cela facilitera et renforcera la coordination et la coopération entre les scientifiques et leurs institutions, quelle que soit leur nationalité. En ce faisant, la Norvège prend en compte des considérations environnementales et climatiques, c'est-à-dire l'impact environnemental de la présence scientifique, mais aussi des considérations stratégiques. Toute cette action est ancrée dans notre stratégie de recherche pour Ny-Ålesund datant de 2019. La présence française en Arctique date de 1963 et les chercheurs français ont au cours des années apporté des contributions importantes à la recherche polaire menée au Svalbard et en Arctique plus globalement. Je sais que les communautés de recherche norvégiennes apprécient beaucoup la collaboration avec leurs collègues français depuis près de 60 ans à la station de recherche de Ny-Ålesund. La collaboration de projets et le partage d'infrastructures facilitent cette recherche de classe mondiale.
La Norvège, en tant que nation polaire à double sens, valorise également les synergies créées par les connaissances des deux pôles, dont ce colloque aujourd'hui et hier est un bon exemple. Cela vaut notamment pour la recherche climatique, et la Norvège travaille pour que cette synergie soit au mieux cultivée. Le contexte européen et sécuritaire dans lequel nous vivons actuellement m'oblige à dire quelques mots sur les aspects géostratégiques de la zone. Ces dernières décennies, l'Arctique a été une région largement caractérisée par la paix, la stabilité et la coopération internationale. Ceci n'est pas un hasard, mais le résultat de choix politiques. Cela dit, l'Arctique n'existe pas dans un vacuum ou dans un sous-vide géostratégique, détaché des développements sur le plan mondial, et on le voit tous les jours. La crise sécuritaire que nous vivons a un impact sur la coopération en Arctique comme ailleurs. À la suite de l'invasion russe en Ukraine, les 7 États membres du Conseil de l'Arctique, c'est-à-dire le Canada, le Danemark, Finlande, Islande, Suède, les États-Unis et la Norvège, ont décidé de mettre en pause toute participation aux réunions de Conseil actuellement présidées par la Russie. En même temps, nous restons convaincus que la valeur pérenne du Conseil de l'Arctique pour la coopération circumpolaire et réitérons notre soutien à l'organisation et notre travail. Et nous avons vu aussi ça pour la dimension de Northern Dimension, de la dimension septentrionale. Je pense que ça, c'est la politique de l'Union européenne. Exactement la même chose, il y a eu une déclaration il y a quelques jours. La même chose pour le Barents. Donc, tout a été gelé pour l'instant. Et c'est sûr que cette guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine entraîna également des conséquences sur les relations bilatérales entre la Norvège et la Russie. Comme déjà dit, nous condamnons le plus fermement possible l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, qui constitue une violation flagrante au droit international. Donc nous réduisons au minimum les contacts avec les autorités russes. La Norvège s'est associée aux mesures restrictives ou les sanctions inédites prises par l'Union européenne à l'encontre de la Russie ces derniers jours. Nous avons aussi joué notre rôle en tant que membre élu du Conseil de sécurité et continuerons à travailler pour que la Russie soit tenue responsable pour cette guerre brutale. En même temps, et ça c'est un petit peu pour reprendre les propos de Florian tout à l'heure, nous gardons une volonté à protéger la coopération et les canaux d'importance directe pour la sûreté et la sécurité dans le Nord. Il en va de même pour assurer une gestion durable des ressources dans la région transfrontalière avec la Russie. La gestion maritime, la gestion de pêche durable, par exemple. Et nous souhaitons que le contact entre les ressortissants norvégiens et les ressortissants russes dans le Nord se poursuive. Nos mesures visent le régime russe et non pas le peuple russe. La situation actuelle et l'agressivité dont fait preuve le régime russe va sans doute rendre plus difficile une bonne coopération transfrontalière. Or, le gouvernement norvégien continuera de soutenir la coopération transfrontalière et les contacts interpersonnels dans le Nord. Je vous remercie pour votre attention.